Démocratiser le savoir pour une bonne culture démocratique. Amis auditeurs et auditrices de l'émission Savoir politique du 30 juin 2019, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de ce nouveau numéro dont le thème s'intitule l'idéologie politique. L'idéologie désigne un ensemble cohérent de représentations mentales relatifs à l'organisation politique capable d'influencer les pratiques sociales. Selon Philippe Houbreau, l'idéologie se présente comme un système de représentation caractérisé par une organisation de son argumentation, mais aussi comme une croyance politique répondant à des exigences fondamentales de la vie sociale. Alors qu'avec Raymond Aron et plus tard avec le sociologue Daniel Bell, on comprend que les grandes idéologies telles que le fascisme, le communisme sont entrées dans une phase de déclin. On reproche en Afrique aux partis politiques ou ensembles politiques de ne pas avoir une idéologie politique claire permettant de les distinguer. Que peut-on comprendre par idéologie politique? Quelle typologie peut-on faire des idéologies politiques qui ont traversé le temps et les pays? En Afrique comme au Bénin, les partis politiques disposent-ils véritablement d'une idéologie? Pour un parti politique, avoir une idéologie est-il indispensable? Pour répondre à ces questions, nous avons invité pour vous dans ce studio deux personnes ressources. Il s'agit de Wato Wede Ouibo, auditeur en sciences, recherche et sciences politiques fondamentales, et Febron Jactaba, j'espère que je prononce très bien, qui est consultant en gouvernance locale, auditeur en master recherche et sciences politiques fondamentales. Alors, bonsoir à ces invités. Bonsoir. Ouais. Alors, à la technique pour l'émission, Stéphane Makobi, au micro, Alain Tosnon et Mora Gaba qui m'assistent dans l'animation de cette émission. Bonsoir Mora. Bonsoir Alain, bonsoir chers amis auditeurs. Alors, démocratiser le savoir pour une bonne culture démocratique, tel est le but ultime de cette émission initiée par le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques CESPO de l'Université d'Abomey-Calavi et produite en partenariat avec votre radio CFM. Savoir politique est donc une émission à caractère pédagogique et d'éducation à la citoyenneté. Alors donc, dans cette émission, nous aurons la chronique sur le thème du jour à 18h30. Elle nous est proposée par Xavier Awangonou, qui est en licence de sciences politiques à l'Université d'Abomey-Calavi. Alors, pour commencer donc cette émission, chers invités, alors qu'entend-on réellement donc par idéologie politique? Je pose la première question à M. Wato Wede Ouibo. Qu'est-ce qu'on peut entendre par idéologie politique? D'abord, l'idéologie politique, c'est d'abord un concept de nature polysémique qui désigne une conception du monde et un programme politique. Et les idéologies politiques, c'est d'abord des forces qui constituent c'est des forces qui constituent un ensemble, comme je le disais, de conception du monde et de programme politique au cœur du jeu politique, de même que des véritables, quels sont du moins de véritables outils conceptuels pour penser la sphère politique et pourquoi pas de servir de guide à l'action politique. Donc brièvement, on peut dire de l'idéologie politique que c'est un ensemble de pensées, de courants qui désignent une conception du monde et un programme politique. Okay. Si je peux m'exprimer ainsi. D'accord, on l'a compris. Alors, cher ami, dites-nous, est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose par rapport donc, à ce qu'on peut comprendre par idéologie politique? Oui, à l'entame, vous avez donné une très belle définition dans laquelle je me retrouve parfaitement. Mais moi, je voudrais ajouter qu'une idéologie politique s'entend comme, en principe, une sorte de marque de fabrique. Une marque de fabrique de pensée qui permet d'accéder au pouvoir. Et cette marque de fabrique, en principe, doit apparaître clairement comme une sorte de construit social qui intègre des approches pouvant aider à réaliser une vision de la part des acteurs politiques, justement, qui aspirent à diriger l'État. Et cette idéologie est préconçue parce que c'est avec cette idéologie qu'on va à la conquête du pouvoir, et quand cette idéologie gagne, on gère le pouvoir avec. Et du coup, l'avantage, c'est que ça permet aux citoyens, aux acteurs de la vie sociale, de la vie politique, de pouvoir connaître en amont quelle sera la ligne de gestion des acteurs qui seraient élus pour participer à la vie commune, à la vie publique, c'est-à-dire les acteurs qui vont prendre des décisions au sommet de l'État. Et pour essayer de revenir un peu plus bas, au sens plus large, on pourrait dire toujours de cette idéologie que c'est des images, des projections. C'est de la fiction, en quelque sorte, l'idéologie, parce que ce n'est pas un élément matériel. Ça n'est qu'une fiction d'images, un ensemble de notions, de convictions
qu'un homme présente à une population pour essayer d'avoir son adhésion afin de gérer le pouvoir d'État. On dit de l'idéologie que c'est un terme qui permet de stigmatiser ou de disqualifier l'adversaire. Est-ce que vous partagez cet avis? Je pense que c'est une bonne logique parce que depuis un moment est apparu en politique un concept qu'on a appelé le marketing politique. Et le marketing politique qui rime parfaitement avec le marketing traditionnel que nous connaissons, c'est une sorte de vente. Et quand un acteur vient sur la scène et essaye de présenter son idéologie, c'est justement pour avoir une adhésion. Et cette adhésion-là peut passer par la stigmatisation dont on parle, parce que justement, quand on parle de stigmatisation, c'est pour simplement dire, écoutez, moi j'ai la meilleure formule, je suis par exemple un social-démocrate, tout ce que disent les gens de la droite, ça ne peut pas gérer l'État, le contexte ne s'y prête pas. Donc du coup, on essaye de stigmatiser, on essaye de minimiser ce que l'autre propose comme offre politique afin d'avoir plus de gens acquis à sa cause. Donc c'est une forme de stigmatisation. Ça peut ne pas être une stigmatisation, si vous voulez, de fond, mais c'est quand même une stigmatisation de forme quand même, qui permet quand même à celui qui propose cette offre-là de faire plus d'adhésion. Ok. Alors, cher ami, lorsqu'on dit, quand on parle d'idéologie politique, on ne peut pas ne pas évoquer Karl Marx. On dit d'ailleurs que l'idéologie politique est née comme concept. L'idéologie est née comme concept politique chez Karl Marx. Mais quelle relation peut-on établir entre idéologie politique et domination? Lorsqu'on se réfère à la définition de Karl Marx, qui dit que l'idéologie désigne un ensemble de fausses représentations produites par les dominants afin de justifier leur exploitation des dominés. Il nous renvoie au rapport entre dominants et dominés, en essayant quand même, en tentant donc de donner une définition donc de l'idéologie politique. Moi, je pense que Karl Marx n'avait pas tort. Karl Marx n'avait pas tort de penser ainsi. Et que d'abord, l'idéologie, c'est en elle-même, elle est une question de domination. Dès lors que vous proposez une offre politique soutenue par une idéologie, en tout cas dès lors que vous soutenez une idéologie, que vous le proposez aux populations de vous porter pour ne pas porter certainement l'autre camp idéologique, c'est que vous êtes dans une position de domination. Vous voulez que ce soit vous qui partez, que ce soit vous que ce soit vous qui êtes celui sur qui on peut compter, ou que ce soit votre idéologie politique, que ce soit sur ça, les populations peuvent compter pour s'en sortir. Mais la question de domination, ici, à ce niveau, se repose fondamentalement sur, parce que Karl Marx opposait la classe prolétaire à celle bourgeoise. Là, on est à l'échelle micro, au sein des populations, au sein des sociétés. Et dans chaque société, vous constatez qu'il y a toujours une oligarchie, il y a toujours une classe bourgeoise qui a toujours tendance à dominer, ou qui a, par essence, a toujours voulu dominer une classe prolétaire. Jusque-là, moi, je pense que Karl Marx a toujours raison. Dans toute société, on le constate. Mais là où je pense que ce soit Karl Marx, que ce soit tous les grands idéologues marxistes, à savoir même Rosa Parks, Luxembourg, presque tous les marxistes ont souvent, parce que nous sommes dans une question idéologique, presque tous les marxistes ont souvent tendance à ignorer une question qui, moi, me paraît très cruciale et très primordiale pour les questions liant les peuples. C'est vrai, la question de la race n'existe pas. Elle n'existe pas d'un point de vue biologique. Mais on constate aujourd'hui, dans la pratique, en observant un peu les peuples, qu'il y a bel et bien cette question de race. Cette question de race qui amène à observer si, au niveau, comme le disait Karl Marx, au niveau micro, à l'échelle micro, étant donné qu'il y a une bourgeoisie qui domine toujours une classe prolétaire, s'il n'y a pas à l'échelle macro des peuples qui dominent d'autres peuples. Moi, je pense que c'est cette question que les marxistes n'ont jamais voulu. C'est l'une des questions à laquelle les marxistes n'ont jamais voulu. Mais on constate réellement qu'il y a des peuples qui dominent d'autres peuples. Oui, ça, c'est... disons, en dehors de Karl Marx, il y a eu d'autres auteurs qui ont abordé donc, la question de l'idéologie. Et nous avons Philippe Braud, qui souligne notamment dans Sociologie
dans sociologie politique, et ce qui fait la force des idéologies, ce n'est pas leur justesse, mais leur capacité mobilisatrice. Est-ce que cela ne rejoint pas l'expression ou l'idée de marketing politique que vient de souligner Monsieur Febron? Oui, Monsieur Febron. Ben, je pense fondamentalement que Oui, allez-y. l'action. Oui, ce qui fait la force des idéologies, ce n'est pas leur justesse, mais leur capacité mobilisatrice. Mais oui, ce qui fait la force effectivement des idéologies, c'est pas leur justesse, c'est pas en tant que tel, c'est ce qu'ils savent, ce qu'elles du moins savent proposer en tant que tel. Ou ce qu'elles contiennent. Ou ce qu'elles contiennent, leur contenu, mais leur capacité, leurs moyens à mobiliser autour de ce qu'elles pensent, autour de ce qu'elles proposent, autour de l'offre politique. Parce que dans le fond, Karl Marx même dit que il considère que l'idéologie politique c'est une illusion. Donc ça veut dire que en réalité c'est réellement c'est quelque chose d'abstrait. D'abstrait, mais je soutiens que c'est la force d'une idéologie, c'est sa capacité mobilisatrice. Absolument. Et on pouvait le constater avec le libéralisme. Le libéralisme a fait de telle enseigne que prenez l'exemple terre à terre du plan Marshall. Le plan Marshall a servi de moyen mobilisateur pour le libéralisme. Si le libéralisme n'avait pas proposé cette offre politique, en tout cas à l'Europe de l'Ouest surtout, ce libéralisme ne pourra pas, ou ne pourrait pas du moins émerger. Le libéralisme ne pourra pas émerger. C'est parce qu'il a su du moins proposer cette offre politique à l'Europe de l'Ouest à travers le plan Marshall qu'il a pu vraiment émerger. Et on pouvait donner un autre exemple, un exemple palpable sous nos yeux. Aujourd'hui, ou du moins il y a cela quelques jours, on a constaté que les chefs d'État de la zone CEDEAO ont adopté ou sont en train de tenter adopter la monnaie unique africaine. C'est pas tenté, puisque déjà il y a une échéance et puis on connaît déjà le nom. On parle le franc CFA, on parlera maintenant d'éco. Si je disais tenter, c'est parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à terme. Ouais. Donc pour dire que l'autre force, comment on appelle, pour vous démontrer en quelque sorte la force aussi des idéologies. Parce que si les chefs d'État aujourd'hui, reconnaissons-le, avouons-le, avec franchise, avec honnêteté, et aussi, comment on appelle, dans une dynamique aussi scientifique, que si les chefs d'État aujourd'hui, on peut venir à cette question, on peut venir, comment on appelle, à s'asseoir et discuter autour de cette question, c'est parce qu'il y a des forces idéologiques, si je peux citer, des forces idéologiques panafricanistes qui ont pu se mobiliser, qui ont pu proposer aux populations que cette question, c'est vous qui allez décider de son traitement. Oui, ça remonte à Nkrumah. On peut citer aussi Cheikh Anta Diop, qui sont donc ces grands panafricanistes qui, depuis longtemps, ont rêvé qu'on crée même les États-Unis d'Afrique. Donc voilà. Juste pour dire que c'est parce qu'il y a des forces idéologiques, surtout terre à terre panafricanistes, qui ont décidé de pousser en tant que tel les chefs d'État à s'intéresser à cette question-là. Donc c'est parce que moi je pense que c'est parce que ces forces idéologiques ont su mobiliser autour d'elles les populations qui ont mis à travers des mobilisations spontanées un peu partout. Ouais, et la jeunesse aujourd'hui est très préoccupée, et puis dans beaucoup de pays il y a de cette mobilisation. On l'a bien compris. Et c'est là l'une des forces des idéologies en termes de mobilisation. Ok. Alors, mais donc on peut tenter quand même de faire une typologie des différentes idéologies donc qui ont traversé le temps. Oui, est-ce que, Febron, dites-moi, est-ce qu'on peut aujourd'hui tenter de faire une typologie? Parce que quand on parle d'idéologie, tout de suite on pense au communisme, avant même le communisme, au fascisme et autres, on parle de libéralisme et autres. Est-ce qu'on peut tenter quand même de catégoriser ces différentes idéologies que nous avons? Tout à fait, on peut toujours essayer, mais avant, je voudrais rapidement revenir, si vous permettez, sur la question de tout à l'heure, quand vous parliez de relations. Vous savez, quand on arrive à lire un peu Marx, on se rend compte que tout son travail, ses travaux se sont agglutinés autour d'une thématique, ou si vous voulez, d'un postulat central. Il dit que la lutte des classes est le moteur de l'histoire. Absolument. Et dans cette phrase transparaît l'idée de domination. Et quand lui-même il définit l'idéologie comme des idées fausses qui servent juste à prendre comme une illusion, comme un mirail, justement, il s'établit clairement
une relation, si vous voulez, de complémentarité entre l'idéologie politique et la domination. Dans la mesure où l'idéologie politique permet d'aller à la domination et en retour, la domination permet de renforcer l'idéologie politique. Donc, cette sorte de complémentarité entre les deux transparaît clairement dans les idées de Karl Marx, dans tous ces travaux d'ailleurs qui ont pour postulat la lutte des classes qui est le moteur de l'histoire. Et pour revenir justement à la typologie de ces idéologies, moi, très rapidement, je pense qu'il y en a des primaires et des secondaires. Des primaires comme pour dire que, vous voyez, les premières idéologies qui ont vu le jour, je voudrais essayer d'être un peu restrictif en commençant par le XXe siècle. Vous vous rendez à l'évidence selon laquelle c'est des idéologies nées, quand même, pour essayer de mettre au centre de leur prise de décision, bien de leur gestion, les hommes. Je veux parler notamment du libéralisme et du socialisme. Voilà. Et quand vous analysez ces deux, vous voyez qu'en réalité, c'est des idéologies primaires. Et après, on a assisté à ce qu'on a appelé et qu'on vit aujourd'hui le néolibéralisme. Vous avez parlé dès l'entame de votre introduction de l'écologie, qui est une idéologie naissante, qui est en train de faire ses pas, que moi je qualifie d'idéologie secondaire. Et il y a une sorte de transition qui s'opère entre ces différentes idéologies. Oui, parce que les anciennes idéologies, je crois quand on se réfère à Raymond Aron, il estimait déjà qu'on assiste à une phase de déclin. Donc c'est clair que ces idéologies-là, absolument, sont appelées à évoluer dans le temps. Tout à fait. Wato Wede, mais il parlait tout à l'heure de socialisme et de libéralisme. Est-ce que fondamentalement, qu'est-ce qui oppose ces deux idéologies? D'abord, fondamentalement, ce qui oppose le socialisme au libéralisme, c'était la question de l'économie de marché. C'était le capitalisme en tant que tel. Les socialistes se disaient on ne peut pas établir une sorte de domination. Ils s'opposaient, comment on appelle, à cette forme de domination que proposait le libéralisme. Parce que pour eux, le capitalisme va toujours appeler aux inégalités sociales, le capitalisme va toujours appeler, au dumping social, et qu'à partir de ce moment, eux, ils ne pouvaient pas, comment on appelle, soutenir une telle pensée qui s'assoit sur le fait que, étant donné que toi tu es en position de force, tu peux utiliser toutes tes forces pourvu que tu puisses atteindre tes buts. L'autre sur qui tu veux exercer ta force, elle peut, comment on appelle, ce dernier peut mourir, mais l'essentiel est que tu puisses atteindre ta volonté. C'était un peu la question qui opposait le socialisme au libéralisme. Et on va constater tout de suite que cette question du capitalisme, au fini, je pense que c'est le libéralisme jusqu'à aujourd'hui qui a pu triompher sur le socialisme à travers même toutes les organisations aujourd'hui qui sont dites internationales, qui pour la plupart ont des programmes politiques ou ont des conceptions économiques purement libérales, auxquelles toutes les nations aujourd'hui, qu'on le veuille pas, comme le disait Fukuyama quand il écrivait son ouvrage l'histoire, la fin de l'histoire et le dernier homme, où il disait que dès que le libéralisme va apparaître, que toutes les nations au monde, on n'a même plus besoin d'aller forcer les nations à s'asseoir, à y adhérer, mais que toutes les nations aujourd'hui, en tout cas toutes les nations du monde, vont venir s'agenouiller devant le libéralisme. Mais ils n'avaient pas tort. Effectivement, c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Toutes les institutions internationales aujourd'hui ont pour règle fondamentale le libéralisme. Toutes les thématiques ou toutes les questions économiques qui peuvent, permettre au libéralisme de prospérer, ont été adoptées par toutes les institutions aujourd'hui internationales. Et ces nations qui se réclament même de socialistes ont effectivement, comme le disait Fukuyama, toutes ces nations, qu'elles le veuillent ou pas, on a la Chine aujourd'hui qui commence à ouvrir aussi son marché.
On le voit bien, auparavant c'était pas comme ça. Est-ce qu'on assiste de plus en plus à une évolution par rapport de ces idéologies? Parce que les idéologies aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que, même si certains auteurs parlent donc de déclin, mais il y en a qui aujourd'hui ne sont plus fermés, mais qui s'ouvrent à d'autres idéologies. Et Fébron. Mais il disait tout à l'heure que le libéralisme s'impose pratiquement à tous. Mais on a vu qu'avec la crise profonde de 2008, le capitalisme peu à peu donc s'est livré à lui-même ces 30 dernières années, et on assiste de plus en plus quand même à la critique de ce capitalisme-là à outrance. La dernière fois, c'est Macron qui fustigeait ce capitalisme-là. Donc est-ce que véritablement on ne peut plus, c'est-à-dire tel que conçu auparavant, on ne peut plus adopter donc ces idéologies-là, mais on est obligé quand même de les adapter ou de les réformer tant soit peu. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Oui, je pense que progressivement, nous assistons à ce qu'un célèbre auteur a appelé la fin de l'histoire. Et la crise de 2008, qui m'a notamment marqué, je pense notamment aux frères Lehman Brothers, les banquiers qui ont fait une grosse faillite. Et qu'on le veuille ou non, nous sommes en train d'assister au déclin de ce libéralisme. Et les tenants ont été obligés d'essayer de se réadapter en inventant le néolibéralisme. Et c'est tout à fait scandaleux parce que les États qui étaient les grands tenants de ce système ont fini par constater qu'en réalité, il y a des individus qui sont en train d'aller même plus au-delà des États via ce capitalisme-là, que moi j'appellerais du capitalisme sauvage. Et donc à ce titre, on assiste à une sorte d'asphyxie de l'intérieur. Parce que quand vous suivez la déclaration du président Macron la dernière fois, on se rend à l'évidence selon laquelle ce n'est qu'une résultante, ou si vous voulez, ce n'est qu'un ressenti. Est-ce qu'on peut dire qu'on est à l'ère de l'apogée donc de ces idéologies-là? Je pense bien parce que, vous savez, c'est l'unité des contraires. Le monde est bâti sur cette forme de cycle. C'est comme le serpent qui finit par se mordre la queue. Et aujourd'hui, le capitalisme est en train de montrer sa limite. C'est vrai que les grandes puissances qui l'ont jusque-là utilisé pour asseoir leur domination ne vont pas chercher à s'en départir. Je pense notamment aux États-Unis. Oui, mais avec la politique de Bush, Trump, on se rend bien compte que c'est un libéralisme teinté de protectionnisme. On n'est plus véritablement dans du pur libéralisme. Non, on n'est plus dans du pur libéralisme parce que, vous savez, les hommes aussi ont un rôle. D'abord, l'idéologie est forgée par les hommes. Et quand vous avez quelqu'un de si protecteur que Donald Trump à la tête de la plus grande nation du monde, Donald Trump, on comprend forcément que quelque chose va se passer. Il suffit de faire référence à son slogan pour constater qu'il est venu dans une dynamique d'imposer une politique autarcique qui aura pour fonction, ou déjà qui a pour fonction, de rendre sa grandeur à l'Amérique. Ouais. Et dans cette forme, si vous me permettez le terme, les petits pays capitalistes qui essayent de s'agripper aux États-Unis pour évoluer, tous ces pays-là se sont réveillés de leur rêve et ont compris qu'en réalité, que la chose, ça ne peut plus se passer comme ça. D'où d'ailleurs la Chine qui, ayant une économie plus ou moins robuste, est en train de résister. Mais Donald Trump essaye quand même de faire fléchir la grande Chine, justement parce que la Chine, officiellement communiste sur papier, est en train de beaucoup prendre de pas de géant. Ouais, d'ouvrir aussi son marché. Son marché, d'où le libéralisme chinois qui risque de supplanter celui américain, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour les entreprises américaines, ni pour l'élite américaine, encore moins pour la classe politique. Oui, mais il est bien vrai que nous assistons aujourd'hui donc au déclin des grandes idéologies comme le fascisme ou le communisme ou encore le libéralisme, comme vous venez de le dire. Mais de plus en plus, on assiste dans plusieurs pays, ces derniers temps, à la montée du nationalisme, voire du populisme. Alors, nous en sommes arrivés là comment? Dites-nous.
Oui, vous savez, moi, quand j'observe un peu ce qui se passe, la montée du nationalisme, du populisme, ce qui s'observe notamment dans les pays européens, et quand vous observez les dernières élections même aux États-Unis aussi, hein, justement, même aux États-Unis, justement. On peut ramener ça aussi en Afrique, hein, avec ces mouvements de jeunes et tout. Voilà, parce que le nationalisme ou le populisme, ça peut être un nationalisme économique, un nationalisme culturel, scientifique, politique. Voilà. Mais vous savez, c'est tout ce nationalisme ou ce populisme, je pense que c'est parti de ce que moi j'appelle des fractures sociales. Des fractures sociales parce qu'on constate qu'il y a une distanciation entre le peuple et l'élite. L'élite n'utilise que le peuple pour arriver au pouvoir, et une fois au pouvoir, elle essaye de se satisfaire, et ça s'arrête là. Et donc en réalité, moi je vois à travers ce populisme-là, ce nationalisme, une sorte de retour à la case de départ où les citoyens veulent prendre les choses en main. Et quand vous voyez les discours d'une certaine Marine Le Pen en France qui flamboie, d'un certain Jean-Luc Mélenchon qui est en montée aussi, d'un certain Viktor Orban en Hongrie qui essaye de monter, on se rend à l'évidence selon laquelle ce n'est que la demande donc c'est une pression du peuple. Donc c'est une pression qui veut reprendre le pouvoir. Qui veut reprendre le pouvoir, mais ça passe forcément par les élections, d'où les fractures sociales que je suis en train de mentionner. Les mesures sociales aussi drastiques que nous observons, parce que dans ces grands pays-là, pourquoi beaucoup de gens pensent que aller en France, aller aux États-Unis, aller dans tel ou tel pays, ça permet de vivre mieux. Parce que les autres ont construit leur système social d'une certaine façon où on essaye de donner aux citoyens le protéger les plus faibles. On protège justement. Et donc les gens sont estimés que parce que leur terre a toujours été une terre d'asile, capable de protéger même ceux venus d'ailleurs, ils ont eu comme le sentiment que les nationaux ont été relégués au second niveau. D'où par exemple le discours du président Trump adressé aux classes populaires et à la classe moyenne. Et quand vous voyez, il dit désormais que l'Amérique appartiendra aux Américains. Nous l'avons très bien compris. Justement, c'est une Nous allons marquer une pause, si vous le permettez, pour suivre l'instant chronique. Une chronique qui est signée de Xavier Awangonou. Et nous revenons ici pour continuer le débat. Une idéologie, c'est un ensemble de valeurs, références et croyances qui contribuent au façonnement des comportements individuels. Elle puise son origine dans la Renaissance, époque à laquelle les humains commençaient par réfléchir par eux-mêmes sur la manière dont la société devrait être organisée. Les idéologies apparaissaient à l'époque comme l'instrument des hommes pour jouer le rôle qui autrefois était celui de la religion. Ce n'est donc que plus tard que sa conceptualisation et son intervention dans la langue française eurent lieu par le biais de l'homme politique Antoine Destruc de Tracy pour définir la science de la genèse des idées. Ainsi, d'un point de vue sociologique, l'idéologie apparaît comme une production humaine qui obéit à des enjeux, des logiques et des processus que le chercheur tentera de découvrir et d'expliquer. Selon le dictionnaire des sciences politiques et sociales de David Alco et Laurent Bouvet, les idéologies peuvent être définies comme étant un moyen d'action en tant qu'ensemble d'idées, de mythes, de représentations qui gouvernent la conduite des individus ou des groupes humains en structurant leur imaginaire. Ce sont selon eux des structures qui aliènent, mystifient ou réifient en s'imposant à l'homme comme une vision du monde qui le rend étranger à lui-même, afin de conserver une situation sociale présentée comme naturelle et éternelle. Ainsi, l'idéologie s'est affirmée comme un instrument de manipulation de l'esprit. De ce fait, on perçoit l'idéologie comme étant un discours de certains acteurs à l'endroit d'autres, dans l'optique de produire certains effets. Karl Marx est l'un des auteurs très importants à penser que l'idéologie est un instrument de domination. Opposant l'idéologie à la science, il la définit comme l'ensemble des représentations fausses, produites de façon intéressée par les dominants afin de justifier leur exploitation de classe. Il considère que l'idéologie est un outil dont la classe dominante se sert pour asseoir la légitimité de sa domination. Dès lors, on comprend que c'est pour répondre à la question de valeurs communes que les hommes politiques vont faire recours à l'idéologie. Et parlant de la typologie des idéologies, on retient que plusieurs idéologies se sont développées au fil du temps. Nous aborderons ici quelques-unes qui sont très récurrentes. Il s'agit du libéralisme politique, du socialisme politique, du communisme,
et du nationalisme politique. Le libéralisme politique, c'est l'idéologie qui prône la supériorité des opinions individuelles sur une quelconque volonté générale. Selon cette idéologie, ce qui importe, c'est plus ce que l'individu pense que ce qu'il doit penser. Le libéralisme fait intervenir les principes de pluralisme et de tolérance dans la mesure où il doit avoir au sein de la société une pluralité d'opinions, de volontés individuelles diverses et variées sans que la liberté des uns ne puisse constituer une menace pour celle des autres. Il refute l'idée d'absolutisme et propose avec véhémence une mise en place de régime démocratique. Dans cette logique, les individus doivent être tous égaux devant la loi. C'est à cette idéologie que s'oppose le socialisme pour lequel la société doit primer sur l'individu. Cette idéologie défendant la justice sociale considère la liberté comme fondamentale, mais inutile lorsqu'elle doit être acquise au détriment de la justice et de l'égalité. Selon les socialistes, il faudrait que l'égalité soit réelle, soit entre les dirigeants politiques et économiques et les travailleurs, plutôt que d'être simplement formelle. C'est dans cette optique que s'inscrivent les partis et les syndicats d'ouvriers pour une amélioration des conditions de vie de ceux-ci et une sécurité sociale de leur famille. Le communisme, quant à lui, est une idéologie qui rejette foncièrement l'idée de capitalisme. Il suggère une société sans classe, une société où il n'y aura ni bourgeois, ni prolétaires, proposant une économie d'État qui, au lieu d'être basée sur la concurrence, sera basée sur la planification des ressources disponibles. Le nationalisme est un autre type d'idéologie qui se décline sous deux formes, le nationalisme d'État et le nationalisme ethnique. Toutes ces deux formes, constituant le tout d'un même ensemble, ont pour particularité de mettre en amont un amour pour la patrie, confondant le nationalisme au patriotisme. Après avoir fait cas de toutes ces idéologies, il convient de jeter un regard sur la société politique béninoise. Au Bénin, durant la période révolutionnaire, c'est-à-dire de 1972 à 1989, l'idéologie ayant structuré la vie politique était le marxisme-léninisme, qui n'est qu'une variante du communisme. Ainsi, cela a permis d'asseoir un régime dictatorial avec un parti unique et une économie planifiée. Cependant, avec l'avènement du renouveau démocratique en 1990, l'idéologie ayant triomphé au Bénin est le libéralisme politique avec pour corollaire la défense des droits de l'homme. Mais la différence entre le système politique béninois et celui occidental est qu'au Bénin, les partis politiques sont créés pour animer la vie politique, mais sont dépourvus d'une réelle idéologie politique. Ils ne disposent pas d'une identité propre à eux. Les partis politiques n'ont une idéologie présente que dans leur dénomination, hormis le Parti communiste béninois, le PCB, qui, malgré le fait qu'il n'a jamais réussi à donner un président à la tête de la République, s'efforce de donner une certaine ligne directrice à ses membres. Ainsi, nous pouvons retenir que depuis 1990, avec l'élection de présidents jamais issus de partis politiques, la vie politique béninoise a toujours été colorée d'idéologies transversales à toutes les idéologies qu'on connaît selon la vision ou l'ambition du chef d'État élu. De retour en studio pour poursuivre cette émission, nous l'avons suivi, cette chronique de Xavier Awangonou. Alors, monsieur Watoede Mouibo, que pensez-vous de cette chronique? D'abord, veuillez me donner une minute pour revenir sur la question précédente. La question qui avait... très rapidement. Une minute rapidement pour revenir sur la question précédente à la chronique. Concernant le nationalisme et le populisme. Le nationalisme et le populisme, aujourd'hui, ces deux thématiques ou ces deux concepts, vous allez constater que ceux qui l'utilisent sont ceux qui sont dans une position de domination. C'est-à-dire quoi? Le populisme est employé aujourd'hui par une élite qui tout le temps a en tant que tel, comme le disait le monsieur Ba, s'est toujours servi du peuple, du bas peuple pour venir pour son ascension. Et dès lors que cette élite vient au pouvoir et puis s'accaparer de tout ce qui est privilège d'État, de tout ce qui est privilège de moments sociaux, elle refuse
que le peuple, à un certain moment donné, s'organise, à un certain moment donné, commence par... elle refuse que le peuple puisse réfléchir et puisse comprendre que c'est elle, en tant que telle, et l'élite, qui est le problème. Et dès lors que vous constatez qu'il y a des mouvements populaires qui puissent réclamer, je crois peut-être l'exemple des plans d'ajustement structurel du FMI, quand les programmes ont été institués, ont été imposés aux États, certaines forces populaires ont commencé par se soulever. Alors là, tout de suite, les mêmes tenants de ces plans d'ajustement structurel ont commencé par stigmatiser ces peuples de populisme, juste pour, comment on appelle, dès lors que le peuple lui-même ne croit pas qu'il a une force majeure pour faire fléchir ces gens-là. Le peuple, comment on appelle, cette volonté de renverser cette élite, ça s'affaiblit, parce qu'on le tasse tout le temps de populisme. Oui, on l'a compris. Alors, M. Febron, dites-nous, on va revenir un peu au cas de Bénin. Je crois que le chroniqueur a souligné le cas de Bénin, qu'on a véritablement, en dehors de cette période révolutionnaire où on savait très bien que l'idéologie c'était le marxisme-léninisme, véritablement depuis 90, on n'a pas vraiment les partis politiques n'ont véritablement pas d'idéologie. Je crois que c'est ce qu'a tenté donc de démontrer le chroniqueur. Est-ce que vous partagez cet avis, Monsieur Febron, très rapidement? Oui, tout à fait, parce que, vous savez, il y a des temps forts dans l'HPC, l'histoire politique et constitutionnelle du Bénin. On a une période de 60 à 72, de 72 à 90 et de 90 à nos jours. Et en 60, quand on a été libéré du joug colonial, nos élites à l'époque ne pensaient qu'à une seule chose, prendre leur autonomie, appartenir à elles-mêmes et essayer combattre le colonialisme, de diriger l'État. Il fallait essayer de combattre le colonialisme. Et donc, du coup, les partis auxquels nous avons assisté à l'époque, c'était des partis régionaux, des clubs électoraux, des partis ethniques. Le président Manga avait son parti, le président Romanegui avait son parti, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en réalité, il n'y avait pas une idéologie. Parce que, à l'entame, je parlais de l'idéologie comme une sorte de marque de fabrique, un construit social qui devrait être, comme Philippe Brault l'a dit, qui devrait avoir une sorte de capacité mobilisatrice. Voilà, une capacité mobilisatrice, parce qu'en réalité, une idéologie, ça rime en quelque sorte avec une identité collective. Et ça devrait être ça. Mais en 60, on n'a pas assisté à ça. Et comme moi je le dis souvent, c'est en 72 qu'on a pris un envol avec une réelle idéologie, avec l'apparition sur la scène du marxisme-léninisme après le coup d'État du capitaine Kérékou à l'époque. Et donc en réalité, malgré tout ce qu'on peut reprocher à cette idéologie marxiste-léniniste à l'époque, il ne s'agit pas d'être d'accord, de ne pas être d'accord, mais justement, ça reste une idéologie. On savait très bien son contenu. On lui a donné un contenu. On connaissait son contenu, on connaissait ses moyens, on connaissait sa capacité d'action. Et donc, c'est resté une idéologie de 72 jusqu'en 89. Et n'oublions pas qu'en réalité, il faudrait qu'on rappelle un peu à ceux qui nous écoutent qu'en réalité, quand le général Mathieu Kérékou a chuté en 89-90, ça rimait aussi avec la chute du mur de Berlin. Parce que le marxisme-léninisme était garanti à l'échelle internationale par l'Union soviétique, qui était en quelque sorte un rempart contre tous ces États qui voulaient imposer leur libéralisme à ces pays, à ces petits pays du tiers-monde qui étaient en quelque sorte communistes. Et du coup, la chute du mur de Berlin a sceller le destin du communiste, si vous voulez, du marxisme. Il n'y avait pas que le Bénin, donc c'était quand même un mouvement... C'était un mouvement, si vous voulez, international. Et donc, en réalité, ça n'est que là qu'on a assisté à la chute de l'idéologie marxiste-léniniste. Et donc, à partir de 90, comme le chroniqueur l'a su bien rappeler, on a constaté qu'il y a eu une sorte de triomphe du libéralisme parce que désormais le Bénin s'est tourné vers d'autres États comme les États-Unis par exemple, et on a constaté que avec le libéralisme qui était s'imposer, Chadra parlait tout à l'heure des programmes d'ajustement structurel imposés par la Banque mondiale et le FMI. Donc ce sont des outils du libéralisme qui se sont imposés à nous, et avec ce libéralisme rime tout normalement avec ce qu'on a appelé les droits de l'homme et ainsi de suite. Mais jusqu'à aujourd'hui, le Bénin, pour moi, n'a pas encore intégré une sorte d'idéologie. En tout cas, les acteurs politiques qui nous ont fait des offres politiques depuis 90 n'ont pas encore réussi à imposer une idéologie
capable d'être une sorte d'identité collective pouvant mobiliser les citoyens autour. Monsieur Watoyede, vous partagez le même avis. Nous avons quand même le PCB dont on connaît l'idéologie au Bénin, mais il y a aussi le Parti social-démocratique qui entend. Hein. On parle même d'international socialiste et tout ça. Mais malgré tout ça, est-ce qu'on peut dire que véritablement nos partis politiques au Bénin depuis 90, on n'a pas véritablement un parti qui est donc d'idéologie? Je partage l'avis du chroniqueur, je partage aussi l'avis du collègue M. Ba, mais en soulignant quelques aspects qui me paraissent tout aussi importants. Effectivement, les classes politiques ici, chez nous au Bénin, n'ont pas d'idéologie en tant que telle qui puisse, comment on appelle, permettre aux populations de s'identifier aux offres politiques nécessaires que devrait normalement proposer toutes les tendances ou les tendances nécessaires, idéologiques nécessaires. Mais l'État aujourd'hui, l'État béninois, comme le soulignait M. Ba, de 90, parce que la constitution béninoise, la conférence de 90 a adopté le libéralisme. La conférence des forces vives de la nation de 90 a adopté le libéralisme qui, en tant que tel, est l'idéologie, si je peux m'exprimer ainsi, est l'idéologie de l'État. De notre système politique. De notre système politique, même si les partis politiques, eux, n'ont pas une idéologie claire à laquelle on peut s'identifier ou non, population peut s'identifier. L'État, lui, s'identifie, qu'on le veuille ou pas, à une idéologie qui était le libéralisme, qui était adopté par la conférence des forces vives de la nation de 90 et qui est même contenu quelque part dans le préambule de la Constitution. Dans le préambule de la Constitution béninoise. Donc, à partir de cet instant, moi, je pense... Ça veut dire que les partis politiques devraient aussi s'inscrire dans la même logique. Je ne dirais pas que les partis politiques devraient normalement s'identifier à ce libéralisme parce que il peut y avoir un autre social établi et qui n'est pas souvent conforme, qui peut ne pas être conforme aux aspirations d'un parti politique. Et que dès lors que le parti... Comme nos amis du Parti communiste du Bénin. Hein. Donc je partage, pour quitter un peu l'aspect pédagogique, donc je partage en quelque sorte certains aspects de leur combat, même si à certains niveaux on se dit, bon, ce n'est pas cette question que devrait traiter le parti. Malgré le déclin du communisme dont parlent certains auteurs. Malgré le déclin du communisme dont on parle effectivement certains auteurs, mais là tout de suite vous allez constater que tous les partis politiques aujourd'hui, que ce soit les partis actuels de la mouvance, les républicains, le bloc républicain, nous avons également le bloc progressiste et le bloc progressiste, qui souvent avec certains amis se disent en tout cas, certains amis qui se réclament de ces deux tendances se disent souvent que l'une est progressiste, les républicains, l'autre est conservatrice. Mais quand vous analysez correctement, comme je le disais, l'État, toutes ces idéologies, tous ces partis, selon moi, n'ont pas encore remis en cause si on considère que le libéralisme a créé des inégalités sociales au sein de la nation. Ces entités, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas à l'heure où nous parlons, je ne sais pas si je me trompe, n'ont pas encore remis en cause ce libéralisme qu'avait prôné la conférence des forces de la nation, qui, en 89, si je me rappelle bien, avait accepté les plans d'ajustement structurel qui, qu'on le veuille ou pas, a créé des inégalités sociales énormes, un dumping social qu'on ne saurait même décrire, que si le peuple même savait ce que signifiait ces genres de programmes. Est-ce que pour autant on en est sorti, malgré on n'a plus de programme d'ajustement structurel, mais il y a d'autres formes. Il y a d'autres formes, si vous pouvez me l'accorder. Effectivement, le libéralisme classique, je ne dirais pas qu'il a connu un déclin. Il est mort, on peut dire. Je ne dirais pas qu'il est mort, mais je dirais qu'il a progressé. Il se renouvelle. Il se renouvelle d'une autre manière qu'on peut facilement retrouver à travers les questions de dette. Les questions de dette, parce que l'État béninois, il y a cela 4 jours ou 3 jours, j'aurais appris que l'État béninois a emprunté 22 millions de dollars, si j'ai bonne mémoire, auprès du FMI. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que jusqu'à l'heure actuelle, même l'État, l'État est encore au mains des institutions qui prônent ce libéralisme, qui effectivement n'est plus classique, mais qui est aujourd'hui le néolibéralisme.
le néolibéralisme tel qu'il est présenté aujourd'hui, tel qu'il est imposé, si je peux m'exprimer ici, au peuple, tel qu'il est adopté par les États de façon, je ne dirais pas ignorante, mais de façon un peu hasardeuse. Ce néolibéralisme est aujourd'hui, pour ma part, le fait que les gouvernements puissent aller emprunter encore aujourd'hui auprès du FMI à travers ce mécanisme de la dette. On peut se dire nettement que le libéralisme n'a pas connu son déclin, mais que le libéralisme a évolué à travers des processus comme la question de la dette, comme je le disais, à travers les accords de partenariat économique, à travers aussi... Parfois, beaucoup de pays rejettent. On a des mouvements, des associations, des organisations aujourd'hui qui demandent la révision de ces accords de partenariat. Merci. Ouais. Mais dans plusieurs pays en Europe comme ailleurs, nous assistons de plus en plus à l'émergence de nouvelles idéologies comme l'écologie. Alors, dans notre pays, les partis ou le parti qui s'identifie donc comme défendant l'environnement ne parvient pas à émerger. Qu'est-ce qui, selon vous, justifie ça? Oui, je pense que l'écologie, c'est une idéologie qui apparaît nouvellement. Et quand on parle d'écologie actuellement, je pense à une figure mondiale, la jeune fille Greta, qui fait d'énormes actions depuis un moment pour l'environnement. Ça, c'est pour la jeunesse, mais on a quand même d'autres... Je suis d'accord. D'autres figures. On peut parler de Nicolas Hulot, on peut parler de beaucoup d'autres... J'apprécie bien pour son combat. Mais vous savez, dans nos sociétés africaines, l'idéologie ne prend pas encore parce que les dirigeants ne veulent pas encore voir les choses. Et moi, je voudrais qu'on rentre un peu plus dans les profondeurs de la politique. Parce que quand on dit écologie rime avec destruction de l'environnement. Et qui fait un combat écologique, fait un combat pour la préservation de l'environnement. Et quand moi j'entends un peu le combat contre cette destruction de l'environnement, je pense que c'est un peu de l'hypocrisie intellectuelle. Dans la mesure où, qui est-ce qui détruit cette écologie-là, si ça n'est les grandes puissances. Et ces grandes puissances-là sont... Est-ce que donc les petits États devraient croiser les bras, les peuples devraient croiser les bras et regarder faire? Non. Est-ce que ça ne peut pas réveiller la conscience collective? Ça n'est pas une fatalité. Mais malheureusement, il y a une sorte d'hypocrisie que je rappelais à l'instant parce que, justement, quand vous voyez très bien... le Bénin aujourd'hui, quand le Bénin va vouloir faire une lutte contre, en tout cas une préservation du climat, de l'environnement, le Bénin ira demander des fonds. Aux États-Unis, par exemple. Pas forcément. Hein. Non, c'est un exemple. On peut faire une éducation environnementale sans pour autant tendre la main. Non, écoutez, cher ami, ça se fait les éducations en ce qui concerne l'environnement. Mais est-ce de ça il s'agit? Parce que préserver l'environnement, ça va au-delà d'une simple éducation. C'est vrai que ça passe pas l'éducation. Ça passe forcément par l'éducation environnementale. Mais malheureusement, quand il s'agit des questions de fonds, le Bénin n'a pas encore cette souveraineté en ce qui concerne les finances. Pour dire par exemple que parce que je veux préserver, je vais faire ci. Je prends l'exemple du Gabon, où on sait que le Gabon, en matière de produits d'exportation, c'est le bois. Et ce bois-là, quand on le prend, on détruit l'environnement. On donne un coup d'impact au climat. Mais qui sont les premières puissances à parler de combat pour l'écologie? C'est la France, c'est les États-Unis. Mais qui sont ces premiers-là à prendre ces bois-là? C'est toujours la Chine, la France, les États-Unis. Et donc, pour dire qu'il y a une sorte d'hypocrisie... Mais les États ont quand même une certaine responsabilité, M. Watuwede. Si vous permettez, je finis sur cette phrase, parce que quand vous dites que les États ont cette autonomie, c'est sur papier. Non, je n'ai pas parlé d'autonomie, j'ai parlé de responsabilité. Pardon, de responsabilité, je suis d'accord. Quand on parle de responsabilité des États, c'est sur papier. Mais au-delà, soyons réalistes, quand on rentre sur la scène politique, ça est tout autre chose. Et moi, je demande nous l'avons compris, qu'il y ait une conscience écologique pour permettre à ce combat de prospérer. D'accord. Merci beaucoup. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme donc de l'émission, chers auditeurs. C'est ainsi donc que prend fin l'épisode de ce dimanche du 30 juin 2019 de votre émission Savoir Politique. En 52 minutes, donc, nous avons reçu deux invités, Watuwede Wingbo et Febron Joctaba. Nous avons échangé sur le thème idéologie politique. Nous avons retenu que l'idéologie, qu'elle soit donc une manipulation de l'esprit, un outil de domination ou un ensemble cohérent de représentations mentales, donc elle a une capacité mobilisatrice. Donc prenez le rendez-vous du prochain numéro dans 2 semaines. Nous parlerons de médias et démocratie.
Donc, mais en attendant, vous pouvez suivre en nouvelle diffusion ce nouveau numéro donc de Savoir Politique de 18h à 19h. N'oubliez pas surtout de rattraper les anciennes éditions de l'émission sur la chaîne YouTube du CESPO en tapant CESPO Média dans YouTube. À l'animation ce jour, Alain Tosnon et moi Gaba. Bonsoir chez vous. Savoir politique.